Saviez-vous que 33% des collaborateurs quittent leur emploi au bout des 6 premiers mois, faute d'un onboarding efficace? Aujourd'hui, nous parlons donc d'une étape cruciale, le onboarding. Bienvenue dans Cartes sur table, le podcast qui éclaire les dirigeants et les équipes sur les leviers stratégiques et de la réussite en entreprise. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et donnez-nous 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez. Et n'hésitez surtout pas à partager avec vos collègues et amis dirigeants ces épisodes, car cela pourra les aider. Aujourd'hui, nous abordons un sujet déterminant ensemble, le onboarding. Comment intégrer efficacement vos nouvelles recrues? Aujourd'hui, et pourquoi ce sujet? Parce que 70% des salariés ayant bénéficié d'un bon onboarding structuré sont encore dans l'entreprise au bout de 3 ans. Pourtant, trop souvent, les entreprises encore minimisent cette étape importante du recrutement. Ce qui peut coûter cher en temps, en argent et en réputation. Effectivement, Sabine. Donc, on va raccrocher les wagons ensemble. Alors, comment faire du onboarding un moment clé pour l'entreprise et les collaborateurs? Donc, pour explorer ce sujet, je suis toujours avec ma Dream Team, Sabine, qui est spécialisée et qui est une experte en organisation et en structuration des processus, et Jean-François, qui est là, spécialiste en ressources humaines. Et ensemble, nous allons analyser les enjeux du onboarding et partager des outils pratiques pour réussir cette étape. Donc, pour commencer, on va se tourner vers notre expert sur le sujet, c'est Jean-François, et tu vas nous expliquer en introduction un petit peu qu'est-ce que c'est que le onboarding, à quoi ça sert et pourquoi c'est crucial de le faire. Alors, le onboarding, c'est définir les actions qui permettent aux nouveaux collaborateurs d'intégrer l'entreprise. Et donc ce process commence même avant l'arrivée des nouveaux collaborateurs, avec la préparation du salarié et des équipes qui vont accueillir ce collaborateur. Et onboarding, on peut aussi l'assimiler aussi au monde de l'aéronautique. Onboarding, c'est embarquement, donc c'est toutes les étapes avant le voyage, le voyage de l'expérience professionnelle que le salarié va démarrer. Et donc c'est pour ça que il est essentiel que ces étapes soient également structurées et que ce processus puisse exister dans l'entreprise. Ok, donc du coup, toi, ça te parle, Sabine, puisque là, on parle d'étapes, de chemin, de méthodologie. Tout à fait. À respecter. Et dans ton ancienne vie pro, tu as dû faire pas mal d'onboarding. Alors oui, dans l'accompagnement, effectivement, des entreprises avec qui j'ai travaillé, mais aussi moi en tant que manager, effectivement, cette étape ne doit pas du tout être négligée, puisque si on n'intègre pas son salarié de façon construite dès le début, on loupe le maillage important de la construction du travail par la suite, et effectivement de pouvoir intégrer en ayant préparé le bureau, préparé l'outil informatique si c'est par un bureau, si c'est quelqu'un du bâtiment, ça va être les EPI, ça va être présenter l'équipe et les chantiers, on fait pas n'importe comment. Donc chaque étape est importante dans le onboarding. Alors ça peut être sur une journée, mais ça se construit aussi sur la durée et même bien avant l'intégration, parce que pour certaines fois, on peut le préparer dès l'entretien d'embauche. Ok, donc là on a vu la partie, on va dire métier, mais il y a forcément une partie légale. Il y a des choses à faire, je suppose. Oui, c'est la partie contractuelle. Contractuelle. Donc avec à un moment donné aussi la partie entretien avec une proposition salariale complète, qui doit être la plus complète possible aussi pour que là aussi on travaille aussi en transparence avec le salarié, lui expliquer quels sont les avantages qu'il va avoir aussi dans l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est un package salarial plus dans la mesure où on s'arrête pas uniquement à la rémunération brute du salarié. On va lui expliquer qu'est-ce qu'il y a comme avantage particulier dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a de l'épargne salariale? Est-ce qu'il y a par exemple des tickets restaurants, tous les avantages qu'il va pouvoir bénéficier. Donc il va pouvoir bénéficier. Par exemple, est-ce qu'il y a la possibilité de faire du télétravail? Ça aussi, c'est une donnée importante aussi dans le package qu'on doit délivrer aux salariés avant même qu'ils puissent prendre sa décision d'accepter ou pas cette offre. Alors en fait, dans la fausse question que j'ai posée, en fait, on se rend compte un truc qui est hyper important, c'est que le onboarding, il commence dès le premier contact avec
la personne qui va arriver dans l'entreprise. Tout à fait. C'est-à-dire que, et ça c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en lumière en vous écoutant, c'est que l'expérience salariale commence même avant même que la personne soit arrivée dans l'entreprise, pendant l'entretien, pendant les premières prises de contact. Et je pense que là, il y a quelque chose qui joue déjà. Est-ce que dans ton expérience, toi Jean-François, tu t'es rendu compte que les entreprises étaient vigilantes sur ça ou pas du tout? Alors, ça dépend des entreprises. Alors, les petites entreprises, c'est vrai on va pas dire qu'ils ont une vigilance accrue sur le sujet. Leur objectif principal, c'est vraiment de recruter, de trouver un profil qui leur convient pour répondre à un besoin immédiat, de pouvoir répondre à des commandes. Et voilà. Et donc là, on le retrouve plus facilement dans des entreprises un peu plus importantes, un peu plus grosses, déjà structurées avec un service ressources humaines, où là, bien sûr, le processus onboarding est en place. Là, c'est pareil. L'importance, c'est d'avoir un onboarding qui ressemble à l'entreprise. Hein. Okay. C'est toujours pareil. C'est qu'il faut bien l'adapter à qui nous sommes. C'est-à-dire que chaque entreprise va avoir son propre processus de onboarding, pour être aussi aligné avec sa marque employeur. Ok. Donc, voilà. Du coup, moi j'ai une question qui arrive. Pourquoi, selon vous, là, le onboarding est-il crucial pour la rétention des talents et la performance de l'entreprise? Parce que derrière le mot talent, on comprend, mais le fait qu'une petite entreprise, une PME, quand elle embauche quelqu'un, c'est quand même orienté pour sa performance. Pour son développement. Pourquoi ça doit être vraiment quelque chose de focus, de crucial? Et tout simplement, si je fais une comparaison, vous savez, dans un magasin, dans un restaurant, l'accueil est pas bon, vous êtes peut-être allé manger une fois et pas deux. C'est important. Donc, le mieux sera l'accueil dans l'entreprise et plus on va être accompagné dans le cheminement, plus le salarié va se sentir intégré et va vouloir rester. Si on ne fait pas ces étapes d'intégration, le salarié peut faire sa semaine d'essai, c'est 2 semaines, son mois. Mais s'il n'a pas l'impression derrière d'avoir une structuration de l'entreprise et des équipes, il ne restera pas. Du coup, ça me fait penser à un truc là. Dans un précédent épisode, on a parlé du offboarding, mais on a parlé d'un truc qui était hyper important, c'était le côté émotionnel. Est-ce que dans le onboarding, le côté émotionnel prend aussi le dessus? Le côté émotionnel va prendre dessus parce qu'en fin de compte, qu'il faut savoir maintenant, les nouvelles générations, alors par le passé c'était moins présent, mais aujourd'hui, ceux qui recherchent un travail, les nouvelles générations qui sont en recherche d'emploi, vont consulter en fin de compte les pages des entreprises et vont aller sur la toile pour regarder en fin de compte comment se comporte l'entreprise, hein, donc en termes de marque employeur. Et comment ça fonctionne comment fonctionne leur processus de onboarding, comment ça se passe dans l'entreprise, qu'il y a une bonne ambiance. Donc d'où l'intérêt en fin de compte de bien soigner le processus en amont de l'arrivée du nouveau collaborateur, parce que les nouvelles générations, les personnes qui sont en recherche d'emploi sont très sensibles à ça. Et donc il y a un côté émotionnel qui est très important aujourd'hui. Au-delà de l'aspect financier, c'est d'être bien accueilli et de se sentir bien dans l'entreprise. Alors, ce que tu viens de dire, ça me fait tout de suite penser à un truc. Je fais souvent des références à des livres, mais il y a un livre qui est fantastique à lire qui permettra un petit peu de comprendre un peu ce mode de fonctionnement du cerveau. C'est La vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink, qui nous dit que la carotte et le bâton, ça ne marche pas. Et en fait, il y a le sentiment d'appartenance, en fait. Qu'on pourra mettre le salaire qu'on veut à un salarié, arriver à un moment donné, s'il n'a pas le sentiment d'appartenance, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, l'accueil, le processus. Moi, j'ai eu, dans mon parcours d'accompagnant de chef d'entreprise, j'ai vu plein de onboarding complètement ratés, avec des gens qui étaient en détresse au bout de 2 jours, parce qu'il y a le côté émotionnel, parce qu'il y a le côté appartenance, et puis ils rentrent dans un nouveau groupe, et rentrer dans un nouveau groupe, c'est pas évident, en fait. Il faut le comprendre. Il y a rien d'évident de rentrer dans une entreprise, quelle taille elle peut avoir, hein. C'est pas lié uniquement à une petite ou une grosse entreprise. C'est effectivement le fait de trouver sa place, de pas être le numéro supplémentaire. Ok. Et ça, aujourd'hui, alors, plus ça va, et plus les générations
et encore plus cette génération aujourd'hui, a besoin de reconnaissance, d'appartenance, de sens. Donc le onboarding, il est spécifique, il est bien là pour ça. Donc effectivement, un salarié qui arrive et qui, alors je vais pas lui dire qu'il faut lui tenir la porte quand il arrive le matin, mais effectivement va sentir que l'accueil est chaleureux, que il était préparé, qu'il est attendu, va plus avoir envie de revenir et de se dire c'est peut-être une entreprise intéressante. Il y a en plus du travail qui est prévu et du poste, l'ambiance est présente et va être plus productif au final. Et puis va vraiment se projeter. Il faut qu'il se projette, donc il faut bien commencer dès l'arrivée. Donc on prépare ne serait-ce que les crayons, les cahiers, un bureau, une voiture, un camion s'il y a besoin. Enfin voilà, tous ces éléments-là, on les prépare en amont. Alors du coup là, à chaud, parce que dans Carte sur table, on aime bien aussi donner une méthodologie, donner des vrais conseils en fait. Ça serait quoi les 3 premières étapes, selon vous deux, à mettre en place pour réussir le onboarding? Alors la première étape, c'est j'ai choisi un candidat. Voilà, donc je lui dis il a accepté l'offre, le package salarial. Et donc on valide en fin de compte la partie contractuelle. Dès lors, la collaboration avec le salarié va démarrer, même s'il n'a pas encore franchi les portes de l'entreprise. Et à un moment donné, on se dit, allez, un peu moins d'un mois avant, on va déjà lui adresser genre un courriel, on va dire, pour lui dire donc vous démarrez tel jour, et voici les différentes étapes. Qui vont différentes étapes quand vous êtes allé sur place. Donc on va nous donner une checklist. Une checklist de le premier jour ça sera comme ça. Dans la semaine vous rencontrerez un tel. Vous ferez un passage en production si c'est un site industriel et on lui explique en fin de compte comment va se passer son intégration sur le premier mois et sans oublier la partie bien sûr administrative qui va bien pour que tout soit prêt le jour J. Donc c'est ça déjà avant qu'il arrive déjà créer un premier contact avec le salarié pour qu'il se sente déjà intégré avant même qu'il ait commencé à travailler. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. C'est vraiment le salarié, le futur salarié sente la personne est déjà à cette entreprise. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, quand la personne arrive, c'est comme disait Sabine, c'est bien l'accueillir. Après, c'est pareil, l'objectif, c'est pas le plus beau, c'est-à-dire que ça ressemble vraiment à l'entreprise. Mais par rapport à ce qu'on lui a dit pendant le processus de recrutement, par rapport à ce qu'on lui a indiqué dans le courrier en amont de son démarrage, faut qu'il y ait un alignement, c'est-à-dire que on dit ce qu'on fait, mais on fait aussi ce qu'on a dit et ce qu'on a écrit. Et donc le premier jour, on l'accueille. Donc c'est généralement soit le service RH ou le manager du service qui l'accueille sur la première journée. Et la première journée, généralement, c'est découverte des processus de l'entreprise. Donc, dans mon expérience précédente, la matinée est passée sur tous les processus liés à la sécurité dans l'entreprise. Et après, donc, il y avait un parcours initiatique sur la première journée auprès des différents services pour que la personne puisse avoir la capacité de se repérer dans l'entreprise. Donc ça, c'est le premier jour. C'est ça. Donc ça, le premier jour est très important. Jamais laisser, par exemple, ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on laissait jamais la personne toute seule au déjeuner le midi. Il y avait une personne de l'équipe, soit le manager, si disponible, ou une personne de l'équipe dans laquelle il allait travailler, qui déjeunait avec lui. Je pense que là, il y a une statistique qu'il faudrait qu'on cherche. Mais je pense qu'une personne sur 2 en entreprise est seule le midi, quand elle arrive. Moi, je le vois dans plein d'entreprises que j'ai accompagnées. On la nommera pas, cette entreprise, mais la personne avait fait plus de 900 km pour venir, quitter un grand groupe, et le midi, j'ai été estomaqué de voir que le DG de l'entreprise dit je peux être avec vous pendant une petite demi-heure parce qu'après j'ai une réunion. Et en fait, il a laissé littéralement la personne toute seule. Et moi j'étais estomaqué parce que le soir j'ai vraiment vu quelqu'un en perdition qui se posait vraiment des questions entre, comme tu l'as dit, de faire ce que l'on dit. Pendant tout le process de recrutement, ça a été top.
les visios, les rencontres, tout était vraiment mis pour carte sur table, je dirais, pour que la personne arrive. Et le jour de la rentrée, on oublie toutes ces bonnes pratiques. Et en fait, on a une personne en face qui émotionnellement, je l'ai vu en perdition en fait, en mode mais c'est pas ce qu'on m'a vendu en fait. Et là, il y a de la défiance. Et là, c'est déjà une alerte effectivement vis-à-vis du salarié qui va y aller moins directement dans l'envie, en se disant oh là, je reste un peu sur la réserve, je fais attention à ce que je vais faire parce que effectivement déjà dès le premier jour, je me sens plus en lien avec ce que je pensais. Donc ça c'est important et c'est pour ça que autre chose très importante dans les étapes d'intégration, c'est les fameux feedbacks. Et durant tout ce premier mois où donc le feedback de la première journée, la première semaine, la deuxième semaine, toutes les semaines jusque tout le premier mois et bien après, ça va s'estomper avec le temps, mais de pouvoir faire ce lien très précis sur l'intégration. Le onboarding, il est essentiel et le feedback encore plus. Et puis la présentation aux équipes. Et il y a une chose que je pense qui est importante, c'est selon la taille de l'entreprise effectivement, mais de prévenir les collaborateurs entièrement de l'entreprise de l'arrivée du nouveau collaborateur. Parce que des fois, certains découvrent l'arrivée d'un supérieur au bout de 1 ou 2 mois ou d'un collègue. C'est la punchline. Là, tu viens de nous envoyer une punchline directe. Je suis désolée, j'aime bien. En fait. Il paraîtrait qu'il faut prévenir les autres salariés. Oui. Qu'ils arrivent. Oui. C'était pas le cadeau de Noël ou le lapin de Pâques. Non. C'est effectivement ou la fève de la galette des rois. Effectivement, c'est important de prévenir les autres collaborateurs pour éviter justement que le nouveau salarié qui arrive se retrouve seul le midi, par exemple. Et qu'il soit pas là comme c'est qui? C'est vrai que ça paraît très très évident comme ce qu'on vient de dire, mais très souvent ça arrive qu'en fin de compte on s'aperçoive qu'il y a une nouvelle personne qui est là depuis un mois et puis des collègues qui travaillent dans le service à côté et tout viennent voir les RH et nous disent en fin de compte elle fait quoi cette personne qui est arrivée, elle s'appelle comment? Ça, on l'avait par le passé. Bon. On a corrigé. Dans mon expérience précédente, on a corrigé ce point parce que dans la mesure où on s'est aperçu, en fin de compte, on faisait focus sur le salarié qui arrivait, le nouveau talent. On mettait le paquet sur la partie recrutement. Et après, dès qu'il était arrivé dans l'entreprise, pour nous, c'était acquis en fin de compte. C'était acquis et non. En fin de compte, c'est pas acquis du tout, parce que on s'aperçoit que l'intégration, c'est un élément essentiel pour l'engagement du nouveau collaborateur ensuite dans l'entreprise. Et c'est vrai que je rejoins Sabine là-dessus, c'est vrai que ça s'arrête pas au premier jour, ça va au-delà du premier mois. Il y a des feedbacks à 3 mois, 6 mois, on va jusqu'à 1 an. Et puis une bonne pratique aussi qui peut être retenue, c'est de prévoir un calendrier d'immersion. Oui. Alors ça dépend de la taille d'entreprise, ça peut se faire sous un format de 15 jours ou un mois, mais un parcours d'immersion dans les différents services où le salarié, en fin de compte, il va pas faire son job le premier mois. Il va découvrir comment fonctionne l'entreprise. C'est ça. Et avec qui il va travailler. Voilà. Et c'est hyper important. Parce que moi, ça me rappelle une anecdote où j'avais embauché des commerciaux, persuadés qu'ils étaient bons commerciaux, oui, mais ils étaient bons commerciaux de la précédente structure. Et à la deuxième embauche, j'ai mis tous les commerciaux dans l'atelier pour leur montrer ce qu'ils allaient vendre et comprendre les rouages de l'entreprise, comprendre les spécificités en fait. Et c'est marrant, ça a beaucoup mieux démarré. Donc c'est quand même hyper important et ce sont des choses là, c'est du gros bon sens qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est prévenir les collaborateurs que quelqu'un va arriver, comprendre que dans le process, ça commence dès la prise de contact avec le candidat. Et puis c'est aussi donner la possibilité à la personne qui arrive de comprendre dans quelle entreprise il arrive et comprendre le produit ou le service qu'il va vendre ou qu'il va effectuer en fait. Et on se rend compte que ça, c'est pas fait parce que la statistique, elle est quand même assez folle. C'est 33% des nouveaux collaborateurs quittent leur poste dans les 6 premiers mois
aujourd'hui en France. Oui. Ça donne à réfléchir quand même. Tout à fait. Moi, j'ai pu le constater. Je pense que j'en fais ça de la même façon. C'est si cette étape est complètement loupée ou minimisée ou négligée, on a un turnover énorme. Oui. Le turnover est énorme, impact financier, productif, voilà. Donc effectivement, moi ça me surprend pas, même si beaucoup d'entreprises, mais on fait les efforts. Oui. C'est pas assez. Il faut le dire, c'est pas assez parce que effectivement, il y a toujours cette notion de temps. On est pressé. Alors ils ont pris le temps de faire un bon recrutement, si on peut dire, voilà, de recruter, de poser les choses. Mais par contre, dès que le salarié est là, il faudrait qu'au bout d'une semaine, il soit déjà productif à 100%. Sauf que non. Si on veut pérenniser, c'est pas. Ça, c'est pas possible. Faut arrêter de rêver quand même. Non. Non. Alors, j'aurais cru. Un peu. Non. Si c'est bon, mais dans ce cas-là, il est là depuis 6 mois. On peut peut-être l'envisager au bout d'une semaine ou deux pour des profils, par exemple, de production. Mais encore, le onboarding, ça fonctionne aussi dans ce cas de figure aussi. Oui. Voilà, le onboarding, il fonctionne il doit être mis en place pour tout le monde. L'intégration à l'équipe, l'intégration du salarié vers l'équipe et de l'équipe vers le salarié, que ça marche dans les deux sens. Oui. Avec, comme on disait, être au courant il va passer tel jour dans tel service et tout ça. Ça fonctionne comme ça. Et c'est vrai que dès lors qu'on a fait ces étapes-là, l'engagement du collaborateur dans la découverte de ce qu'il a à faire, de ses missions, et dans la performance de ses missions va être nettement meilleur que si on le laisse tout seul à se débrouiller et puis on verra dans 3 mois on fait un feedback juste avant. Tiens, c'est quand est-ce que je finis sa période d'essai? C'est ça. Peut-être qu'on le voit, non? Il reste combien? 15 jours? Ah ouais. Peut-être qu'on le voit quand même. Comment ça s'est passé? Je sais pas trop. On va peut-être renouveler la période d'essai. Ouais, t'as raison. Ouais. Ouais, on le voit vite fait là, parce que j'ai des trucs à faire. Donc ça, non. Je veux dire, ça peut pas, ça ne fonctionne pas. C'est, comme disait Sabine, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, après on fait 2e mois, 3e mois, et on récupère du feedback parce que nous aussi, ça nous permet aussi, comme le offboarding, de pouvoir améliorer notre process en amont. Toujours dans l'amélioration de sa marque employeur et l'intégration des salariés dans l'entreprise. Donc tout ça ne peut être que favorable en fin de compte. C'est pas du temps perdu. Qu'on a toujours toujours la sensation que ça ne va jamais assez vite. Oui. Ces process-là. Et c'est souvent du temps perdu. De l'argent perdu, mais en fin de compte, l'argent vous la perdez après quand la personne s'en va. En fait, si on fait les coûts cachés de cette affaire-là, à 6 mois, c'est phénoménal, l'argent qu'ils perdent. J'ai peut-être une dernière question, parce que là, on a abordé les bénéfices, le risque d'un onboarding bâclé, les obstacles. Pour vraiment faire le tour d'une façon globale, c'est quoi les erreurs que vous avez vues qui sont les plus fréquentes, ou les oublis qui ont été faits, qui ont emmené, alors moi j'en ai dans mon expérience, mais c'est quoi s'il y avait un focus à mettre, tiens, attention à ça. Moi je dirais, pour l'avoir vécu et l'avoir vu, c'est souvent quand on remplace une personne poste pour poste, c'est de se dire, elle sait déjà faire. Cette personne-là sait déjà faire. Il n'y a pas besoin d'accompagnement, en gros, on la prend, on la met là. Non. C'est la pire erreur. Et c'est là qui, au contraire, je pense, même s'il y a déjà une habitude, c'est qu'il y a une déconstruction peut-être à faire avant sur la personne, sur une façon de travailler ou de voir comment elle travaille, voir ce qu'elle peut amener en plus dans l'entreprise. Mais si on fait du poste pour poste, non, ça fonctionne pas. Parce qu'on a des caractères différents, des émotions différentes, des envies différentes, des valeurs différentes. Et peut-être que si on fonctionne comme ça, et c'est même sûr, on va vers un échec de l'intégration. Alors, tu as dit un mot qui est très important et ça sera l'objet d'un autre épisode, c'est les valeurs et le onboarding. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui serait intéressant d'aller creuser. Toi, Jean-François? C'est en fin de compte c'est de continuer le processus qu'on a mené en amont pour pouvoir le recruter, le continuer lorsque la personne intègre l'entreprise. C'est l'erreur qu'on fait, c'est le recrutement, l'intégration. Allez, on fait la première journée et on passe à autre chose parce que, comme on dit, la personne elle connaît son métier. On l'a embauchée parce qu'elle a des compétences pour tenir le poste. Et à un moment donné, se dire on va pas refaire le même processus à chaque fois qu'on va embaucher quelqu'un sur ce poste-là.
Parce que normalement, voilà, nous on sait comment ça fonctionne, donc il doit savoir comment on fonctionne. Parce qu'on lui a expliqué pendant le processus de recrutement. Eh bien non. Je pense que la grosse erreur c'est ça, et Sabine a raison là-dessus. Et la deuxième chose importante, c'est que dans le processus de l'intégration, il y a plusieurs étapes. Donc il y a la partie lune de miel. Voilà, donc on arrive, tout est beau, on me laisse plutôt tranquille parce que je prends mes marques et tout. Donc en termes d'exigence, ça va encore. Après il y a la partie plutôt, on va rentrer dans un format plus routine où j'apprends tout ce qu'il faut et je commence à répondre aux exigences et aux missions qui me sont confiées. Et puis après, on rentre dans une routine, et s'il n'y a pas de ces feedbacks qui sont faits sur les premières années, avec le collaborateur de manière régulière, surtout sur la première année, parce qu'on s'aperçoit que la première année est cruciale. Voilà, on oublie en fin de compte que la personne peut à un moment donné s'ennuyer et être démotivé par rapport à ce qu'on a pu lui promettre et espérer voir dans l'entreprise. Donc moi, la partie feedback, du feedback du salarié est très importante. Et moi, je rajouterais le côté authenticité, c'est-à-dire de respecter ce qu'on a dit sur le papier et qu'on ne fait pas de fausses promesses. Exactement. Aux personnes qui arrivent dans les entreprises. Parce que du coup, quelque part, ça participe à ce qu'on appelle la démission silencieuse. Et on se retrouve du jour au lendemain avec une lettre sur un bureau et on comprend pas pourquoi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, tu as dit, oui, mais on l'a fait. Mais non. Donc, de bien prendre en compte que c'est un engagement. C'est un engagement à deux parties, entre l'entreprise et le salarié, et que on respecte, on met carte sur table ce qu'on va faire, et on le respecte en fait. Même si ça nous prend de l'énergie, même si ça nous prend du temps, de toute manière, ça sera que des économies au final. Effectivement, le temps et l'énergie sont deux variables ajustables sur le financier. Donc, si on veut investir sur la durée, c'est pas forcément sur l'aspect financier, c'est sur le temps et l'énergie. Et ce que vous allez gagner là, vous allez gagner derrière sur le non-recrutement d'un nouveau salarié, sur le développement de ses propres compétences, puisqu'il va, en restant et en étant bien en place, va continuer à développer des compétences, et peut-être amener du plus que si on se dit j'ai pas le temps et j'ai pas l'énergie, et on repart 6 mois après, ou même des fois dès le mois d'après sur un nouveau recrutement. Et là, effectivement, on perd temps, énergie, argent. Donc en fait, depuis tout à l'heure, on est en train de parler d'un sujet très sérieux, qui est un petit peu le nœud du problème, qui est le recrutement dans les entreprises. Et il y a quand même des solutions, en fait. Il y a des solutions qu'on peut préparer en amont pour permettre de retenir les talents. Alors, Jean-François, je vais te laisser, comme c'est ton thème, faire la conclusion de tout ça avec notre petit jingle. Alors, la conclusion que je pourrais faire sur le onboarding, c'est que c'est pas une simple formalité. C'est une opportunité stratégique pour construire une vraie relation entre l'entreprise, entre le manager et le salarié qui est le nouveau collaborateur, le nouveau talent. Au-delà de l'aspect contractuel, c'est un engagement moral mutuel de l'entreprise vers le nouveau collaborateur et du collaborateur vers l'entreprise. Et là, je reprends tes mots, Julien. C'est à un moment donné, il faut être respectueux de ce qu'on se dit, l'un et l'autre. Et d'autant plus aujourd'hui avec les nouvelles générations qui sont très sensibles à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit des choses, on a signé un contrat, mais on s'est serré la main. C'est-à-dire, il y a l'engagement qu'on prend pour atteindre un objectif et réaliser des missions qui sont proposées et qui engagent le salarié aussi vis-à-vis de l'entreprise. Donc ça, c'est important. Et bien sûr, avoir la structure, dire je dis, je fais, et je fais ce que je dis. C'est à un moment donné, c'est toujours pareil. J'ai une base, hein. Ça peut être saoulant de toujours se répéter ça, mais à un moment donné, on peut pas juste avoir des paroles qui ne sont pas respectées. Eh bien voilà, c'était la conclusion de Jean-François. Pour conclure, j'espère que moi j'ai réussi le onboarding avec vous, parce que ça. Du coup, n'oublie pas les feedbacks. Hein. C'est ça. Oui, parce que Jean-François et Sabine arrivent dans la saison 2 et on a préparé ça depuis le mois de novembre.
Et je m'étais pas rendu compte que depuis le mois de novembre, vous étiez déjà dans cet épisode de Cartes sur table avec moi. Et je suis aussi vraiment, vraiment heureux que vous soyez avec moi pour cette nouvelle saison. Je voudrais aussi remercier Laurent qui est derrière la caméra, qui nous filme, qui nous soutient, qui nous encourage, Qui nous qui nous supporte, qui nous engage aussi. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on était assez sérieux quand même. On n'a pas, mais on a parlé de choses avec une petite détente et surtout une légèreté sur un sujet qui peut fâcher. Voilà. Donc, si cet épisode vous a inspiré à structurer ou à améliorer votre vision du onboarding, et peut-être même créer l'envie de modéliser ce processus chez vous, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Laissez des commentaires sur la chaîne YouTube, mettez 5 étoiles sur, je regarde Exactement. la caméra. Exactement ça. Je mets 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Et n'hésitez pas à partager aussi les épisodes avec vos confrères, dirigeants, pour que ça puisse les inspirer. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de faire cet épisode avec moi aujourd'hui. Et ça sera encore un plaisir de vous recevoir dans quelques temps pour d'autres épisodes. Et je vous dis à très bientôt. Merci Julien. Merci Julien, à bientôt. À bientôt.